Bien, donc une première question sur les habitudes d'épargne des Français. Ils investissent leur argent aux 2 tiers dans des produits sûrs, sans risque, mais peu rémunérés. Est-ce que ça pose un problème à l'assureur que vous êtes? Est-ce qu'il ne faudrait pas les inciter à plus d'audace? Ce n'est pas un problème pour l'assureur que nous sommes nous ou les assureurs en général. En revanche, ça peut être un problème ou une difficulté si ça ne correspond pas à ce que recherche l'épargnant, à son objectif. L'épargnant, il faut qu'il ait son épargne placée pour répondre à son besoin, qui peut être un besoin de court terme, de liquidité. Si je suis proche de la retraite, je peux avoir besoin de cet argent prochainement. À ce moment-là, c'est logique que cet argent soit placé sur des choses qui sont sécurisées, qui auront un rendement un peu moindre, mais qui lui permettront de pouvoir disposer très prochainement de cet argent, puisque on sait que le rendement et le risque, ça va ensemble. C'est plus je veux de rendement, plus je vais devoir prendre de risques. En revanche, si vous n'avez pas besoin de cet argent à court terme, si vous avez du temps devant vous, que vous cherchez du rendement, si vous êtes majoritairement investi sur ce type de support, là c'est une erreur. Donc c'est le rôle des conseillers de bien accompagner les clients dans cette orientation. Et donc là, ça dépend du profil de chacun. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ça dépend du profil de chacun. Vu de l'assureur ou des assureurs, c'est pas un problème. Au contraire, j'allais dire, on a un rôle de mutualisation en prenant l'ensemble de cette épargne. Et à ce moment-là, à nous de prendre ce risque en allant investir sur des actions, sur de l'immobilier, de plus en plus sur du private equity, et nous y sommes incités, et donc contribuer au financement de l'économie. Et à ce moment-là, on récupère, nous, une partie de ce risque, et on rémunère une partie à l'épargnant qui, du coup, a moins que s'il le faisait lui directement, mais il a aussi pris moins de risques. Donc, vu de l'assureur, ce n'est pas une difficulté. En revanche, la question est à se poser vu de l'épargnant. Une question sur l'assurance vie qui reste contre vents et marées le placement financier préféré des Français. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, comme c'est déjà arrivé par le passé, que des mesures fiscales notamment viennent réduire son attractivité? Cette question, c'est une question qui revient en général tous les 5 ans, au rythme des élections présidentielles, de nouveaux gouvernements. Souvent, on a une bonne idée, on cherche de l'argent souvent en France pour aller résorber la dette, etc. Et la fiscalité de l'assurance vie, c'est souvent un des points qui est évoqué en disant « là, on a une solution ». En général, ce qui se passe, c'est que quand les gouvernements arrivent, le Trésor, Bercy explique au nouveau gouvernement que la stabilité apportée par l'assurance vie, il ne faut pas oublier que les assureurs vie sont de gros investisseurs de dettes françaises également, et que donc cette stabilité, elle est particulièrement utile. Et donc en général, ça retombe assez vite et on revient à la marge sur des évolutions de fiscalité de l'assurance vie. Je serai moins sûr dans les semaines et mois qui viennent parce que là, on voit bien dans l'environnement dans lequel on est, le poids d'un gouvernement par rapport au rôle d'un parlement. Voilà, donc je ne dis pas qu'il y a zéro risque. Maintenant, les analyses sont les mêmes, les administrations restent les mêmes, les risques qu'elles y voient sont les mêmes. Je pense qu'elles expliqueront ça aux politiques. Est-ce qu'il y a zéro risque de discussion sur la fiscalité de l'assurance vie? Peut-être pas. La dette publique en France dépasse même les 3 000 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un jour l'État soit tenté de ponctionner l'épargne des Français qui dépasse pour le coup 6 000 milliards pour justement éponger cette dette? Alors, certains politiques ont évoqué ces derniers mois cette possibilité. Là, je vous livre une conviction personnelle. Je pense que c'est plus des effets de manche parce que là, c'est une forme de spoliation de l'épargne des Français. Je ne crois pas qu'un politique irait se risquer réellement à ça. Et aujourd'hui, la possibilité de le faire n'existe pas. Donc, comme toute décision, on ne peut pas dire qu'il y a ces 0% de réalisation. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Et autant les sujets de fiscalité dont on parlait tout à l'heure, qu'il y ait des idées d'aller chercher sur l'épargne, on parle beaucoup, ce à quoi on peut plus croire peut-être, sur le prélèvement forfaitaire sur les plus-values, la flat tax, dont le taux pourrait augmenter, etc. Ça, c'est possible, je vais même dire probable, des choses de plus grande ampleur. Encore une fois, l'assurance vie, la retraite, ça apporte une grande stabilité et une stabilité aussi aux finances de l'État que je pense que personne ne se risquera à remettre en cause. Ces dernières années, la vraie révolution en matière d'épargne a concerné l'épargne à vocation à la retraite. Qu'est-ce que l'instauration du plan d'épargne retraite a changé pour vos clients? Déjà,
c'est un produit qui a rencontré son public. C'est-à-dire que ça faisait des années qu'on cherchait à avoir un produit de retraite qui soit attractif. Et finalement, il y a essentiellement deux aspects qui ont été introduits dans le PER et qui l'ont rendu attractif pour les épargnants. Le premier, c'est la possibilité de sortir en capital à la retraite. Et le deuxième, c'est pendant toute la phase de constitution de pouvoir récupérer son épargne en cas d'achat de la résidence principale. C'était deux freins importants parce que finalement, on a toujours du mal tous à se projeter à qu'est-ce qui va se passer dans les 40 prochaines années. Et donc, bloquer son épargne sur 40 ans, c'était un frein pour de nombreux concitoyens. Et là, de se dire, finalement, les moments où je pourrais avoir besoin de ça, c'est une grosse dépense, typiquement l'achat de ma résidence principale, je pourrais le faire, ça débloque notamment pour des gens plus jeunes la possibilité d'investir dans des PER. Et puis, l'arrivée à la retraite fait qu'il n'y a plus ce couperet en disant et ça va encore durer 20, 25 ans, etc. J'ai le choix de ce que je peux en faire. Donc c'est une vraie réussite et ça a apporté beaucoup de choses. L'autre point, c'est aussi cette transférabilité, c'est-à-dire que je peux regrouper mes dispositifs de retraite. Si j'étais un moment salarié et que j'ai ouvert un PER, j'ai bénéficié d'un compte retraite collectif et j'en ai un individuel, je peux tout regrouper au sein d'un même contrat en gardant tous les avantages du contrat. Donc ces changements-là ont été très bénéfiques pour le PER qui continue à avoir à la fois une très bonne dynamique commerciale, de très bons résultats de rendement et c'est vraiment un produit dans lequel on croit pour l'avenir. Une question concernant les taux d'intérêt, ils ont été pendant très longtemps négatifs, ensuite ils ont remonté. Là en ce moment on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu orientés à la baisse. Où est-ce qu'on en est vraiment aujourd'hui et quelles sont les conséquences pour les épargnants que nous sommes? On est revenu, après 1 an et demi de hausse des taux, on est revenu dans un cycle où les banques centrales, elles ont commencé à baisser leur taux directeur et probablement qu'on est dans un cycle de baisse des taux qui s'est réamorcé. Pour combien de temps? Difficile de le dire. Néanmoins, au moment où on enregistre, j'entendais ce matin que l'inflation est au plus bas depuis de nombreux mois. Et donc, là aussi, c'est une incitation à continuer cette baisse des taux parce que l'inflation qui baisse peut avoir un signe sur l'activité économique et donc la tentation de baisser les taux par les banques centrales va continuer. Donc, pour les épargnants, j'allais dire, il y a deux types d'impacts. Il y a sur l'épargne de court terme, et c'est ce qu'on a vu typiquement avec les produits bancaires, c'est-à-dire que dès que les taux montent, la rémunération de ces produits augmente. Dès qu'elle baisse, ce qui est le cas, ça baisse beaucoup plus fort. Donc ça, j'allais dire, c'est les produits bancaires. Nous sommes moins concernés par ça. En revanche, sur les produits d'assurance vie, sur le long terme, là, on a accompagné, nous, doucement cette hausse. Certains diraient pas assez, on courait un peu derrière la hausse des taux. Finalement, quand ça rebaisse, on a aussi une forme de stabilité. Nous, les à-coups sont beaucoup moins importants. On a toujours des réserves qui sont importantes pour accompagner les rendements. Chez AG2R Mondial, c'est près de 4% des encours qu'on a en réserve. Donc finalement, si on voulait, pour le dire autrement, c'est si on voulait doper de 50 centimes le rendement, on peut le faire 8 années consécutives. Donc ça fait quand même une marge assez importante. Et puis, on a finalement une grande stabilité. Et revenir dans ce cycle, j'allais dire, de baisse des taux, avec une inflation basse, ça fait des rendements positifs de nouveau pour l'assurance vie. Et donc là, c'est un cycle qui, à mon avis, va revenir très positif pour l'assurance vie. Cela a peut-être été un peu moins les 2 dernières années, là, ça va l'être beaucoup. Merci beaucoup, M. Courmont. Merci à vous.